Très bien, les gars. Bon lundi à tous. Je vais commencer par dire que je pense que nous avons fait l'histoire la semaine dernière, car jeudi, Trump a à contre-cœur ordonné à Pam Bondi de demander à un juge de rendre publics les témoignages du grand jury liés à l'affaire Epstein. Maintenant, je veux être clair, il n'en ressortira absolument rien, et je vais vous expliquer pourquoi. Mais l'essentiel ici, c'est que MAGA s'est rebellé contre Trump et nous avons gagné. Mais la question demeure, pourquoi? Pourquoi en est-on arrivé là, n'est-ce pas? Qu'est-ce qu'on fait ici, au juste? Qu'est-ce que Trump cache? Pourquoi s'enfonce-t-il comme ça à propos de Jeffrey Epstein? Je vais vous dire dans un instant pourquoi je pense que c'est le cas. De plus, plus tard dans l'émission, le PDG fan de Coldplay, surpris dans une liaison, a été licencié. C'est une histoire intrigante. Je ne peux pas mentir et j'aimerais partager mes réflexions à ce sujet. Alors, reprenons tout de suite. Bienvenue à nouveau sur Candace. Je peux vous dire sur quoi ils comptaient? Qui sont-ils? Qui sont-ils? Eh bien, clairement, Trump est entouré de néoconservateurs. Il est entouré de personnes anti-Trump. Et ce sur quoi il compte, c'est ce qu'on appelle la folie des foules. Avez-vous entendu parler de cette expression ou de cette psychologie, si l'on peut dire? La folie des foules, c'est essentiellement exactement ce que cela semble être. Les gens, lorsqu'ils sont en groupe, font des choses insensées. De nombreuses études ont été menées qui révèlent que la psychologie des foules est tout simplement folle. La pensée de groupe céranique, c'est en fait une pensée stupide. Et d'ailleurs, tout le monde en a été victime à un moment ou à un autre de sa vie. Si vous y repensez, vous étiez dans une foule, vous avez fait quelque chose de bizarre. Je me souviens d'ailleurs très clairement d'un exemple où cela m'est arrivé. J'étais à Barcelone à un concert Lost in a Moment. C'est une sorte de festival, je suppose. Et le DJ avait terminé son set. Il devait être 2 heures du matin. Et pour une raison quelconque, le DJ a fini de jouer son set, il s'est juste incliné. Et puis tout le monde, nous tous avons commencé à nous incliner. C'est tellement bizarre. Quand j'y repense, je me dis juste, quel parfait païen. Pourquoi est-ce qu'on s'inclinait tous? Je ne sais pas. Juste la folie des foules. Ça n'a aucun sens. Un autre exemple évident de ça, un peu plus sombre, c'est le COVID. C'était étrange. Tout le monde est devenu bizarre. Les supermarchés, les autocollants au sol, regarder les gens et être en colère contre eux parce qu'ils ne passaient pas d'un autocollant à l'autre. Peut-être qu'ils avaient oublié quelque chose et devaient revenir en arrière. Oui, ça, mes amis, c'est la folie des foules. Tout le monde le fait, alors je ferais mieux de le faire aussi. Bref, ce que je veux dire ici, c'est que Donald Trump et les sbires sionistes qui l'entourent comptait sur cette réaction de la part de MAGA. Il suffit de suivre le roi, s'incliner devant le DJ à la fin, sans raison, à 2 heures du matin, à Barcelone. Voilà, c'est là-dessus qu'il comptait. C'est ce qu'il voulait. Il pensait que Trump nous dirait « sauter ». Tout le monde aurait répondu « d'accord, à quelle hauteur ?» Alors, quand Trump nous a dit d'oublier simplement Jeffrey Epstein, qu'il a commencé à qualifier ça d'intox des démocrates, et quand il a dit « Oh, seuls les idiots pensent autrement. Oh, ce sont les faibles qui pensent autrement. » Il pensait qu'on serait simplement hypnotisés. Et ils se sont trompés. Et maintenant, Trump et les néoconservateurs qui l'entourent reçoivent le choc de leur vie. Ils découvrent que le mouvement MAGA n'était pas un jeu. Le mouvement MAGA, au contraire, s'est levé comme une vague géante, prêt à écraser Trump. C'est la réalité. Il s'avère que MAGA n'est pas vraiment une secte. Ils espéraient que c'en était une. Il se trouve que Trump ne comprend peut-être même pas le mouvement qu'il a dirigé pendant la dernière décennie. OK, Trump vient d'apprendre que quand il s'agit des enfants, rien n'est plus redoutable qu'un MAGA trahi. OK, et d'ailleurs, ce n'était pas seulement MAGA, c'était à gauche comme à droite. Les gens se sont dit, OK, je me fiche complètement des limites qu'on franchit ici. Publier ces fichus dossiers. OK, tu n'es le roi de rien. Si tu n'es pas prêt à défendre les enfants, c'est ça le problème. Tu subiras une sorte de régicide symbolique à moins de publier les dossiers. Nous allons protéger les enfants avant tout. Donc jeudi, il a partiellement cédé à cette pression. D'abord, il combattait les canulars, toutes ces choses-là. Et puis il y a eu du mouvement. Il a tweeté ceci sur Truth Social et Pam Bondi y a répondu. Il a écrit ceci. Compte tenu de la quantité ridicule de publicité accordée à Jeffrey Epstein, j'ai demandé à la procureure générale Pam Bondi de produire tout témoignage pertinent du grand jury sous réserve de l'approbation du tribunal. Cette arnaque perpétrée par les démocrates devrait cesser immédiatement. Et ensuite,
Vous pouvez voir que Pam Bondi répond et dit « Président Trump, nous sommes prêts à demander au tribunal dès demain de rendre publics les procès-verbaux du grand jury. » D'accord. Et puis, en guise de suivi, Trump a publié sur Truth Social samedi matin qu'il l'avait fait. Il a partagé « J'ai demandé au ministère de la Justice de publier tous les témoignages du grand jury concernant Jeffrey Epstein sous réserve uniquement de l'approbation du tribunal. Ceci étant dit, voici la partie importante, les gars, alors faites attention. » Il écrit, cela étant dit. Et même si le tribunal donnait son approbation pleine et entière, rien ne sera assez bien pour les fauteurs de troubles et les extrémistes de gauche qui en font la demande. Ce sera toujours plus. Et il termine par MAGA. J'aime bien cette fin. MAGA, c'est génial. Je vous dis de faire attention au langage utilisé parce que ce qu'il fait, c'est qu'il dévoile déjà en quelque sorte son jeu. Droite. En gros, il vous dit que vous n'allez pas être satisfait de ce que nous allons vous donner. Mais il essaie en quelque sorte de préparer sa base à dire « Oh, mais si quelqu'un n'est pas content, alors il est traité comme un gauchiste fanatique. » Ce sont des fauteurs de troubles. Pourquoi causes-tu autant de problèmes? Eh bien là, je vais au-delà de ce qu'on attend de moi. Je m'en fiche même de tout ça. Je vais publier ces transcriptions, donc je vais vous dire que je prédis qu'il y aura des gens qui ne seront pas satisfaits de ça. Je peux vous expliquer ce qu'il fait là. C'est évident. C'est assez évident. OK, il sait qu'on n'obtiendra rien. On sait que Jeffrey Epstein travaillait pour la CIA et le Mossad. Il faudrait vraiment être un idiot, un grand idiot pour ne pas s'en rendre compte à ce stade. OK, on comprend aussi maintenant que tout ce qui concerne Jeffrey Epstein n'était qu'une mise en scène. C'était comme regarder une pièce de théâtre jouée devant nous. La question ne s'est jamais posée de savoir s'ils allaient nous dire avec qui il était impliqué. C'était vraiment pour eux une façon d'essayer de satisfaire l'intérêt du public pour l'affaire, non? Leur objectif était de protéger la vérité sinistre sur ce qu'il avait fait, pour qui il l'avait fait et comment il l'avait fait, tout en parvenant aussi à satisfaire l'intérêt du public. C'est d'ailleurs tout le principe des procès-spectacles. Il suffit de satisfaire l'intérêt du public pour pouvoir passer à autre chose. Maintenant, vous vous souviendrez que la deuxième fois, lorsqu'il rentrait en avion, Paris a atterri à Teterboro. Il a été inculpé devant les tribunaux du district sud de New York, n'est-ce pas? Les tribunaux du district sud de New York. Et nous savons qu'il est assez intéressant de voir que maintenant Pam Bondi essaie de nous faire croire que le district sud de New York va être la solution à tout ce qui se passe, n'est-ce pas? Comme si tout à coup le SDNI allait être prêt à nous montrer ce qui s'est passé dans ces transcriptions. Je vais d'ailleurs vous montrer ces articles, juste pour que ce soit bien clair qu'ils savent qu'on n'obtiendra rien là-dedans, parce qu'ils sont allés interviewer des avocats qui ont tout de suite dit, ils ont dit « Vous n'allez rien obtenir ici ». C'est l'Associated Press. La demande de levée du secret sur les transcriptions du grand jury d'Epstein risque de décevoir, selon d'anciens procureurs. Et ils le savent parce que, avant tout, c'est le Southern District of New York. C'est là que le procès-spectacle de Diddy avait lieu. C'est là que le procès-spectacle de Trump avec John Carroll a également eu lieu. C'est là que le procès-spectacle de Justin Baldoni se tient aussi au SDNIA. Tout porte à croire que ce district est incroyablement corrompu. L'État sait parfaitement que, quels que soient les témoignages qui ont été donnés pour inculper Jeffrey Epstein, ils seront volontairement limités. Ce sera le strict minimum. Trump fait juste semblant de vouloir lever le secret parce qu'il veut que cela suffise, d'accord? Il veut que nous pensions tous que, seuls les fauteurs de troubles s'en soucient. Et ce que nous voulons vraiment, ce n'est pas tant de savoir ce qui s'est passé quand il a atterri et que quelques semaines plus tard, il s'est suicidé. Ce que nous voulons, c'est tout ce qui concerne l'affaire de 2006. Tu te souviens? Celle que Alan Dershowitz l'a aidé à régler? L'affaire où il s'est soudainement retrouvé à diriger le bureau du shérif. L'affaire où les fédéraux ont accepté, dans le cadre de l'accord de plaidoyer, qu'aucune autre personne gravitant autour de Jeffrey Epstein ne serait poursuivie. Comme si, le fait que Jeffrey Epstein s'en sorte avec une tape sur les doigts couvrait tout le monde. Il protège tout le monde qui aurait pu être impliqué dans cette affaire. Pourquoi les fédéraux auraient-ils inclus cela dans l'accord? Évidemment, il couvrait des personnes puissantes qui étaient impliquées dans la première affaire d'Epstein. OK, donc oui, l'équipe de Trump a déposé cette requête pour lever le secret. Les transcriptions du grand jury.
Mais comme je l'ai dit en regardant ce titre de l'AP News, c'est parce qu'ils savent déjà qu'ils n'obtiendront rien. Dans cet article, ils citent 2 procureurs fédéraux de Manhattan qui disent tous les 2 que Trump sait qu'il n'y aura rien, car les témoignages devant le grand jury dans ce district sont connus pour être intentionnellement brefs. Ils estiment qu'il y aura au maximum entre 60 et 100 pages de témoignages. Et ils citent Sarah Krischoff, qui a été procureure adjointe des États-Unis, procureure adjointe pendant 13 ans. Elle a déclaré, je cite, « Il n'y aura pas grand-chose parce que la pratique du district sud de New York est de mettre le moins d'informations possible dans le dossier du grand jury. Alors, que devons-nous conclure à propos de ce type? Trump joue-t-il à des jeux? Oui, je suis désolée. Il est clairement en train de jouer à des jeux en ce moment. En fait, il fait exactement ce que nous avons toujours pensé que la presse faisait aux partisans de Trump, c'est-à-dire penser que nous sommes stupides. OK, ils ne connaissent pas grand-chose au fonctionnement de la loi. Si je dis simplement que je vais lever le secret sur quelque chose, alors on a l'impression que j'agis et ensuite, je vais traiter de fauteurs de troubles tous ceux qui ne sont pas d'accord avec ça. Il sait exactement ce qu'il fait. Alors je me suis demandé, est-ce que c'est nouveau? Est-ce que Trump adopte soudainement une nouvelle attitude sur le sujet Epstein? Et en réalité, quand on a regardé les anciennes vidéos, il a en fait toujours été un peu hésitant sur les questions liées à Epstein. D'accord? Les gens partagent tous ces vieux extraits et je veux que vous regardiez celui-ci qui date de l'époque où il était en campagne l'année dernière. Il s'est entretenu avec Lex Fridman. C'était en septembre. Et voici ce qu'il a répondu lorsque Lex Fridman l'a interrogé sur son hésitation à s'engager à publier les dossiers. Écoutez bien. Il y a un moment où vous avez montré une certaine hésitation à propos d'Epstein, à publier certains des documents sur Epstein. Pourquoi cette hésitation? Je pense pas en avoir eu, je suis pas impliqué. Je ne suis jamais allé sur son île. Heureusement, mais beaucoup de gens, par exemple des amis ou des collègues, y sont allés. Pourquoi pensez-vous que tant de personnes intelligentes et puissantes lui ont permis de se rapprocher autant? C'était un bon vendeur. C'était un gars jovial et en pleine forme. Il avait quelques beaux atouts qu'il exhibait, comme des îles. Mais beaucoup de gens importants sont allés sur cette île. Mais heureusement, je n'en faisais pas partie. C'est très étrange pour beaucoup de gens que la liste des clients qui sont allés sur l'île n'ait pas été rendue publique. Oui, c'est très intéressant, n'est-ce pas? Ça le sera probablement, d'ailleurs. Donc, si vous pouviez le faire, vous le feriez? Oui, j'y jetterai certainement un œil. Maintenant, Kennedy, c'est intéressant parce que ça remonte à tellement d'années. Vous savez, ils font ça aussi pour des raisons de danger, parce que, vous savez, ça met en danger certaines personnes, etc., etc. Donc Kennedy, c'est très différent de l'affaire Epstein. Mais oui, je serais enclin à faire l'affaire Epstein. Ça ne me poserait aucun problème. C'est super à entendre. Tu vois, ce n'est tout simplement pas confortable. Il n'y a pas de réponse simple. Il dit que d'autres personnes vont se laisser entraîner dans cette affaire. Puis il aborde la question des dossiers JFK, ce qui a toujours été très clair. Je publierai les fichiers. Et il recommence d'ailleurs. Quelques mois avant son entretien avec Lex Fridman, il s'était entretenu avec Rachel Compas-Duffy de Fox News. Et voici ce qu'il lui a dit au sujet des dossiers Epstein. Déclassifieriez-vous les dossiers du 11 septembre? Oui. Déclassifieriez-vous les dossiers JFK? Oui. Moi? Je l'ai fait. J'en ai fait beaucoup. Déclassifieriez-vous les dossiers Epstein? Oui, je le ferai, tout. D'accord. Je suppose que je le ferai. Je pense que moins, parce que, vous savez, on ne sait pas. On ne veut pas impacter la vie des gens s'il y a des choses bidons là-dedans, parce qu'il y a beaucoup de choses bidons dans tout ce milieu. Mais je pense que je le ferai, ou au moins... Est-ce que... Pensez-vous que cela aiderait à rétablir la confiance? Oui, je ne sais pas trop pour Epstein ni pour les autres. Sur sa mort, ce serait intéressant de savoir ce qui s'est passé, car c'était étrange. Et comme par hasard, les caméras ne marchaient pas. Mais oui, j'irai loin sur ce dossier. Pour le reste, je le ferai. C'est une réponse un peu étrange, non? Il n'est tout simplement pas convaincant sur ce point. C'est comme s'il disait « Oh, eh bien, peut-être qu'il y a beaucoup de choses fausses là-dedans. Là-dedans où on nous dit maintenant que leur dossier Epstein n'existe pas. Alors, où sont les choses fausses? » Je me creuse vraiment la tête pour essayer de comprendre quel est le lien ici. Quel est le lien entre Jeffrey Epstein et Donald Trump?
Parce qu'il est clair qu'il y a quelque chose ici qui le fait hésiter. Et il y a, pour moi, une image qui commence à se dessiner. Et écoutez, je le dis tout de suite, je suis très ouvert à l'idée de me tromper. Mais je pense que ce que je vais présenter est en quelque sorte intéressant. On dirait qu'un certain schéma commence à apparaître. D'accord. Alors, qu'est-ce qu'on sait jusqu'à présent sur Jeffrey Epstein? Demain, on replongera dans les dossiers Jeffrey Epstein. Mais déjà, qu'est-ce qu'on sait? Eh bien, on sait que sa fortune est très mystérieuse et qu'une fois qu'il a obtenu cet argent de façon assez énigmatique, ses intérêts se sont répartis dans des entreprises qui lui ont permis de faire du trafic de jeunes femmes. D'accord? On en a déjà parlé, mais Jeffrey Epstein a injecté énormément d'argent dans MC2 Modeling, d'accord? C'était une agence de mannequins qui appartenait à Jean-Luc Brunel, un Français. Et tout à coup, après cette injection de fonds de Jeffrey Epstein, MC2 Modeling perce vraiment dans le grand public, n'est-ce pas? Il signe des contrats avec Nordstrom, Macy's, Saks Fifth Avenue, Neiman Marcus, JCPenney, Kohl's Corporation, Target Corporation, Sears, et j'en passe, n'est-ce pas? Et Virginia Roberts Giuffre, l'accusatrice d'Epstein qui a pris la parole, allait plus tard affirmer dans son témoignage de 2014 que MC2 était en réalité une façade pour le trafic sexuel. Donc, il injectait de l'argent parce qu'il avait la possibilité de faire transiter des mineurs par cette entreprise. Elle a affirmé qu'elle-même avait été victime de trafic en tant que mineure vers Jean-Luc Brunel. Jean-Luc Brunel a également créé d'autres agences. L'une des agences mères se trouvait à Kiev, en Ukraine, comme nous le savons déjà. L'histoire de Jeffrey Epstein, pour une raison quelconque, l'Ukraine moderne y est beaucoup liée, Robert Maxwell. Maintenant, ce qui est intéressant, c'est que nous savons que Jean-Luc Brunel, tout comme Robert Maxwell, tout comme Jeffrey Epstein, a eu une mort survenue à un moment très opportun, d'accord? En décembre 2020, il a été inculpé pour le viol de mineurs, mais il s'est suicidé avant de pouvoir réellement être jugé. Et vous n'allez pas le croire, les gars. C'était après que Jeffrey Epstein se soit suicidé. Ce type fait exactement la même chose. On pourrait penser, puisqu'il était lié à Jeffrey Epstein, qu'il n'aurait peut-être pas laissé de draps supplémentaires traîner pour qu'il puisse se pendre avec. Mais ils l'ont refait. Et Jean-Luc Brunel s'est pendu avec un tas de draps. D'accord, donc on va mettre ça de côté pour l'instant. De la même manière, nous savons aussi que Jeffrey Epstein recrutait des femmes de façon inappropriée en prétendant être un directeur de casting pour les mannequins de Victoria's Secret. Maintenant, c'est aussi intéressant de noter que les Wexner lui a donné les clés de toutes ces entreprises. Et comme nous l'avons expliqué dans un épisode précédent, les dirigeants de ces entreprises se plaignaient en vain que Jeffrey Epstein s'imposait comme une sorte de directeur de casting afin d'avoir accès à de jeunes femmes. Ah, d'accord. Donc, encore une fois, on voit le défilé des mannequins de Victoria's Secret. Il s'intéresse aux jeunes femmes. Et il se pourrait qu'il ait aussi fait du trafic de femmes dans ce sens-là. Ça aurait du sens, non? C'était la même chose, d'ailleurs, avec Harvey Weinstein. Nous n'avons pas encore trop abordé cette histoire, mais il avait une relation avec Jeffrey Epstein. C'est bien Harvey Weinstein. Et selon les premiers rapports de Xavier Poussard, Epstein et Harvey se sont violemment disputés une nuit à Paris. La nature exacte de la dispute n'est pas connue, mais il semblerait qu'Epstein voulait avoir accès aux femmes choisies pour les castings. Dans les films de Harvey Weinstein, d'accord? De jeunes femmes dans les films. Donc encore une fois, il se présentait comme une sorte de directeur de casting. Maintenant, concernant Trump, si vous faites le lien, Trump a organisé des concours de beauté. C'est bien connu, d'accord? Au fait, les concours de beauté me mettent mal à l'aise en général, leurs origines aussi. J'aurais préféré en savoir moins. Vous savez, tout a commencé avec les forains. PT, Barnum l'a créé à l'époque victorienne. C'est vraiment flippant. Toutes les photos, surtout celles des concours de beauté pour enfants, sont vraiment très bizarres. Quoi qu'il en soit, ce que l'on sait, c'est que Trump s'est beaucoup impliqué dans le monde des concours de beauté via le concours Miss Universe. D'ailleurs, la chronologie ici est assez intéressante. Parce que Trump, comme on le sait, a pris l'avion de Jeffrey Epstein 7 fois. Je n'en ai jamais fait toute une histoire, parce que si on regarde le trajet, c'est de Palm Beach à Teterboro. Et pour être clair, dans ces cercles-là, les milliardaires partagent des avions tout le temps. Ils montent dans l'avion de quelqu'un pour rentrer chez eux, faire l'aller-retour, surtout si vous habitez sur le même trajet. Ce n'est pas comme s'ils volaient vers l'île. Je trouvais que c'était un peu du vent, d'accord? Mais ce qui est intéressant, c'est que la dernière fois que Trump a pris l'avion de Jeffrey Epstein, c'était en 1995.
Et je crois que c'était le trajet de Palm Beach à Teterboro. Ça, c'était en 1995, d'accord? La dernière fois. C'est un fait que Trump achète Miss Universe avec NBC en 1996, juste un an plus tard. Et c'est un fait que Jeffrey Epstein était particulièrement intéressé par l'expansion de l'empire des concours de beauté de Trump. Maintenant, nous ne le savons que parce que Trump a été poursuivi en justice à l'époque. Je crois que c'était en 1997, du moins quand elle a abandonné la plainte ou quand ils ont réglé l'affaire. C'était une femme nommée Jill Hart. Une partie de son histoire me paraît un peu fantaisiste ou plutôt comme l'une de ces victimes du mouvement MeToo, mais le fait est qu'elle dirigeait une petite entreprise floridienne appelée American Dream Enterprise. Et ils organisaient un concours de beauté de type Calendar Girl, entre guillemets, et Trump était intéressé peut-être à l'acquérir. Et elle, cette femme, Jill, travaillait aussi aux côtés de son partenaire, George Arani. C'est un homme d'affaires basé en Floride. Ils sont impliqués et essaient de proposer cela à Trump, ou bien Trump est intéressé, peu importe. Et ils allèguent que Trump a organisé une fête à Mar-a-Lago pour ces jeunes femmes qui participaient au concours Calendar Girl. Et George Harini affirme qu'Epstein était le seul autre invité qu'on lui avait demandé d'inviter à cet événement. Pour être clair, il est tout à fait possible, comme le décrit Trump, que des personnes se soient retrouvées impliquées dans cette affaire, quelle qu'elle soit, sans savoir exactement quel était le but de Jeffrey Epstein. Peut-être qu'il les approchera. Il s'approche de Trump. Il approche des personnes qui possèdent une entreprise dans laquelle il pourrait dissimuler une organisation de trafic d'êtres humains. Trump serait ce genre de personne, droite, des jeunes femmes, des cérémonies, d'accord? Et il dit, je te donnerai de l'argent liquide ou je te présenterai quelqu'un qui te donnera de l'argent liquide et un billet d'avion, car il veut avoir accès à des femmes plus jeunes. Voilà un sujet de discussion qui me semble pertinent, car Trump n'est tout simplement pas clair. Et même parfois, lorsqu'il présente des arguments contre cela, il dit par exemple « Oh, eh bien, je l'ai mis à la porte de Mar-a-Lago ». Il fait croire qu'il l'a expulsé de Mar-a-Lago parce qu'il était inapproprié. En réalité, c'était à cause d'une affaire immobilière qui a mal tourné. Tu sais, il y a un contexte derrière tout ça. Lui et Epstein ont commencé à se détester parce qu'il y avait une propriété à Palm Beach que les Wexner possédaient autrefois. D'accord, une propriété immense. Et puis, il l'a vendue. Et ensuite, le gars qui a acheté cette propriété à les Wexner, il finit par faire faillite et Trump rachète la propriété lors de la faillite. Pour une raison quelconque, quelque chose s'est passé entre Epstein et Trump et ils ne sont plus devenus amis après cette affaire. Peut-être qu'Epstein voulait racheter cette propriété et que Trump l'a devancé. On dirait une brouille entre hommes d'affaires. Mais la pause que Trump marque ici en retardant la publication des dossiers et en essayant en gros de faire croire qu'il y a beaucoup de choses fausses dedans, ça n'a pas de sens pour moi. On ne va pas tomber dans le panneau. C'est très étrange. Et je trouve ça bizarre qu'il ait mené ce mouvement aussi longtemps pour tout abandonner et essayer de manipuler sa base sur l'affaire Epstein. En attendant, je pense que nous commençons tous à réaliser que nous avons été dupés de façon spectaculaire sur ce sujet précis. Mais le point positif, c'est que nous en sommes tous conscients. Le fait que la gauche et la droite s'unissent sur cette question est une très bonne chose. Peu importe le nombre de tweets de Trump, les sondages sont en hausse où il tente de renverser la situation pour que la gauche et la droite recommencent à s'affronter. Vous savez, maintenant, ils agitent devant nous tout un tas d'autres carottes. Comme Trump vient de tweeter, je crois que c'était ce matin, à propos de l'affaire Brian Kohberger dans l'Idaho, ce qui, oui, est vrai. Mais cette affaire n'a jamais eu de sens. Il semble qu'il y ait quelque chose qui est caché, certains aspects, une explication qui semble être dissimulée. Tout s'est fait discrètement. Et maintenant, il tweet à ce sujet. « Oh, il faut qu'on se penche sur cette affaire. » Tu as Pam Bondi, pareillement, qui dit « Oh, eh bien, devine quoi? On vient de découvrir, ou peut-être que c'est Kash Patel qui a tweeté ça, qu'Obama faisait partie du faux dossier. » Oui, tout ça compte. Mais on dirait que c'est pour essayer de nous détourner de l'affaire Epstein, parce que c'est ça, le gros poisson ici. C'est ça qui fait tout tomber. Et quand je vous montrerai demain, alors qu'on va parler de la famille de Ghislaine, de sa mère Betty et de ce qui les préoccupait, de ce qui la préoccupait dans ses efforts philanthropiques, vous allez réagir comme moi. Vous allez vous réveiller et vous demander, est-ce que quelque chose est réel? Exactement. Et la réponse est non. Tout est faux et bidon. Je vous l'ai dit de nombreuses fois. Bref, je voulais aussi vous montrer cet extrait de Joe Rogan qui parle un peu des retombées de l'affaire Epstein.
Il était assis avec James Talarico dans son podcast l'autre jour, et voici ce qu'il avait à dire. Les gens qui espéraient vraiment un changement quand Trump est arrivé au pouvoir. L'une des choses que tout le monde avait promises, c'était « vous allez découvrir la vérité ». La liste des clients d'Epstein qui a tué JFK et ce qu'il en est vraiment des ovnis. Vous n'avez pas entendu un mot à propos de tout ça. Personne ne sait rien. Et aujourd'hui, ils ont finalement dit qu'il n'y a pas de liste de clients. Il n'y a pas de vidéo. Je veux dire, j'ai eu Kash Patel. Ces gens-là, vous savez, Kash est venu sur le podcast et a dit « Il n'y a rien que vous voudriez voir ». Vous savez, ce type... Rien à voir. Ce fichu Bongino qui criait toujours sur tous les toits qu'on allait aller au fond des choses et découvrir qui sont ces gens. Tout le monde dit « Non, non, Epstein s'est suicidé. Non, rien à voir ici ». Et c'est comme « D'accord, eh bien, c'est pour ça que les gens sont cyniques. » Les gens sont cyniques parce que, vous savez, vous aviez tout cet espoir de changement. Et puis vous réalisez que, les mêmes personnes qui tirent les ficelles continuent de tirer les ficelles. Eh bien, et ça n'aide pas, vous savez, quand il y a des vidéos du président, vous savez, traînant avec... Et tout le monde, y compris des scientifiques lauréats du prix Nobel. Oui, ce n'est pas seulement limité. Ouais, je veux dire, c'est que quelle que soit cette organisation de compromission, peu importe ce que c'était qu'ils dirigeaient, peu importe ce jeu, dont je suis sûr qu'ils en font une autre version en ce moment, où ils offrent des expériences à des gens qui ont beaucoup de mal à sortir et à s'amuser. Et ensuite, ils les compromettent. Je veux dire, je pense que c'est une tactique de contrôle éprouvée par le temps. Ça existe depuis toujours. Et de toute évidence, ça fonctionne. Écoute, si tu as autant d'intérêt à aller au fond des choses, de façon universelle des deux côtés de l'échiquier politique, et pourtant rien n'est fait, ça a tendance à donner aux gens cette impression, cette peur que le cynisme est la bonne perspective. Il n'a pas tort là-dessus. Je pense quand même que le savoir, c'est le pouvoir. Je pense que c'est une bonne chose. J'essaye de rester optimiste sur le fait que les gens se réveillent et s'en rendent compte. Il y a eu en quelque sorte cette tapisserie soigneuse de tromperie qui a été tissée sous nos yeux. Et il est très clair d'où cela vient. Et quand on arrive au noyau du problème, oui, toutes les routes mènent à Israël moderne, l'État d'Israël moderne qui a été établi en 1948. Et on ne peut tout simplement pas ignorer ces faits. On ne peut tout simplement pas, peu importe à quel point vous essayez de nous manipuler, de nous traiter d'antisémites ou d'envoyer une bande de personnes pour nous convaincre de détourner le regard. Alors même qu'Israël participe au mal, nous allons en parler parce que le Babylon Bee a fait tomber le masque sur ce sujet. Mais d'abord, je vais passer la parole à nos sponsors chez Goldco, parce qu'au cours des 4 dernières années, nous avons tous connu des moments difficiles. Nous avons connu une inflation élevée, une dette nationale croissante, la volatilité des marchés, des guerres, des faillites bancaires, et nos systèmes financiers ne sont plus fiables. C'est pourquoi les Américains se tournent vers l'or. L'or est réel, tangible et conserve sa valeur depuis des millénaires. Contrairement à la bourse ou à la monnaie, l'or ne disparaît pas quand les politiciens prennent de mauvaises décisions, ce qui arrive souvent aujourd'hui. Goldco sont les experts en qui j'ai confiance pour vous aider à protéger votre retraite avec des métaux précieux. Que vous craigniez l'inflation, les dépenses publiques ou vouliez la tranquillité d'esprit, Goldco simplifie tout. Voici comment faire. Rendez-vous sur CandiceLikesGold.com pour obtenir gratuitement votre kit or et argent 2025 et découvrez comment recevoir jusqu'à 10% d'argent gratuit. N'attendez pas la prochaine crise. Protégez votre avenir aujourd'hui. Allez sur CandiceLikesGold.com. Encore une fois, CandiceLikesGold.com. Je vous rappelle aussi Just Thrive, car le plus grand secret de santé, c'est que tout commence dans l'intestin. Vous le savez. Chaque jour, votre intestin lutte contre les aliments transformés, le stress, les toxines de l'air que vous respirez. Quand votre intestin va mal, tout votre corps le ressent. La plupart des probiotiques ne fonctionnent pas. 99% des marques traditionnelles meurent dans l'estomac à cause de l'acidité, avant d'atteindre l'intestin. C'est ce qui rend le probiotique à base de spores Just Thrive différent. Just Thrive est le seul probiotique cliniquement prouvé à arriver vivant dans votre intestin. Il fait ce qu'aucun autre probiotique ne peut. Il transforme votre intestin en une usine à antioxydants, créant des composés protecteurs là où vous en avez le plus besoin. Cela signifie une meilleure digestion, une immunité renforcée, plus d'énergie et une gestion du poids facilitée. Vous pouvez prendre le probiotique Just Thrive sous forme de gélules ou de gomme aromatisée aux fruits rouges.
de leurs probiotiques primés à leur gamme complète de compléments pour la santé intestinale, immunitaire et cérébrale, Just Thrive aide les Américains à retrouver la santé avec des solutions scientifiques fiables. Pour rejoindre la révolution intestinale et reprendre le contrôle de votre santé, allez sur justthrivehealth.com et économisez 20% avec le code promo Candice. Voyez la différence ou soyez remboursé sans question. Prenez le contrôle dès aujourd'hui avec Just Thrive. Encore une fois, c'est justthrivehealth.com, code promo Candice. Très bien. The Babylon Bee, j'en parle depuis un moment. Je pense que tout le monde est réveillé maintenant. Ils sont arrivés à destination. C'est comme si nous étions juste les guides de la satire. On raconte des blagues. Et puis tu te rends compte que non, c'est en fait une infiltration. C'est une infiltration chrétienne. On en est vraiment conscient maintenant, tout à coup. Vous savez, ça vous montre tous les pasteurs lisant exactement le même discours sur scène. Qu'est-il arrivé à Candace Owens et Tucker Carlson? Et ils ont perdu leur masque il y a longtemps parce qu'en réalité, ce ne sont pas de bons acteurs. Et ils sont juste beaucoup trop émotionnels. On pouvait le voir, la spirale, Seth Dillon, qui est le PDG de Babylon Bee, Joel Berry, en ligne, disant simplement les choses les plus horribles et dérangées. Encore une fois, ils masquent tout ça en mode « on est vraiment de bons chrétiens ». Et toute leur histoire, l'histoire de fond du Babylon Bee, c'est du pur pipeau. C'est complètement, j'ai envoyé un email. La chose suivante que j'ai su, c'est qu'on m'a donné cette entreprise de la part d'Adam Ford. Et il est très clair que leur objectif est de convaincre les chrétiens de détourner le regard pendant qu'Israël commet des crimes, même quand Israël attaque des chrétiens. D'accord, c'est ce qui s'est passé, évidemment. On ne pouvait pas passer à côté de ça. Mais Israël a frappé une église à Gaza, la seule église catholique de Gaza, et ils ont tué 3 personnes et blessé un prêtre. D'accord, ce n'est pas acceptable. Le pape s'est exprimé à ce sujet. C'est très clair que ce qui se passe à Gaza n'est pas acceptable. Donc, cela n'aurait pas dû être. D'ailleurs, si vous êtes chrétien, votre point d'entrée n'aurait pas dû être. Oh là, ça va trop loin. Maintenant, c'est allé trop loin parce qu'ils ont frappé une église catholique. En fait, vous auriez dû en parler depuis longtemps. Cela fait 3 ans qu'ils tuent simplement des enfants. Et ce n'est pas acceptable que ces enfants soient chrétiens ou non, leur vie est innocente. Mais cela semble maintenant avoir réveillé certaines personnes qui se disent « D'accord, là, ça va trop loin, c'est absurde. » Qu'est-ce que tu veux dire par « vous avez frappé par accident » et « les prêtres de l'Église ont été clairs. Nous ne pensons pas du tout que ce soit un accident. » Et ils disent toujours que tout est un accident. Nous pensions qu'il y avait un tunnel. Nous n'avons montré aucune preuve d'un réseau de tunnels. Mais, vous savez, nous avons refusé les personnes qui nous disaient que si nous voulions désactiver un réseau de tunnels, nous pourrions le faire très facilement. Le gouvernement israélien a refusé les conseils sur la façon de le faire parce que ça n'a jamais été une question de réseau de tunnels, les gars. D'accord, vous êtes en train d'assister à un génocide. D'accord. Bref, pas Seth Dillon du Babylon Bee, mais Joel Berry du Babylon Bee, après que les gens se soient affolés à ce sujet, tweet ceci. J'adore ça. C'est juste tellement tordu. Il écrit « Ce ne sera pas facile à entendre pour certains, mais il ne reste qu'environ 200 catholiques déclarés vivants à Gaza, et ils soutiennent tous le Hamas. » Ah, c'est incroyable, l'argument du bouclier humain. D'accord, on va tuer tout le monde et continuer à dire qu'ils soutiennent le Hamas. Même les prêtres, les enfants, tout le monde soutient le Hamas. Franchement, je veux dire, je ne sais pas si Adolf Hitler avait voulu commettre un génocide, il aurait juste dû dire que tout le monde soutient le Hamas tous les jours. Et alors tout le monde aurait dit, ouais, c'est pas grave, c'est cool. Ouais, et je veux dire, peu importe combien de personnes tu tues maintenant, tout le monde soutient le Hamas. On ne peut pas remettre en question le récit. Tu passerais pour anti-allemand si tu remettais en question. Je veux dire, c'est devenu une blague maintenant. C'est en train de devenir stupide. On peut passer à autre chose. Enfin, je veux dire, dites-le simplement. J'aurais en fait plus de respect si Joel Berry, Seth Dillon, les gars de Babylone et tout ce cercle aléatoire de personnes qui ont tous été mises en avant parce que le 7 octobre était manifestement planifié, mis en avant pour faire semblant d'être des influenceurs organiques. C'était clairement des gens du genre Midas Touch si vous avez suivi la série. Et puis, ils tombent tous le masque après le 7 octobre et tu peux voir genre, OK, non, on a été infiltrés. Oui, les chrétiens, réveillez-vous à ça. Il y a une infiltration totale. Ce ne sont pas des chrétiens qui essaient de préparer le terrain pour assassiner des chrétiens, d'accord? Et c'est juste incroyable. Ça l'est.
Et d'ailleurs, je suis reconnaissant qu'il ait tweeté ça. J'y vois la main de Dieu. Ça va réveiller plus de gens. Être aussi ouvertement mauvais et dégoûtant tout le temps, c'est une bonne chose. Ça pousse les gens à réexaminer qui ils suivent. Des gens qui disent qu'ils suivent une foi, qu'ils sont chrétiens. Ouais, d'accord. C'est ça, bien sûr. Et cela ne fait qu'encourager davantage de discussions sur l'État moderne d'Israël, sur les personnes qui le soutiennent et sur l'ampleur du pouvoir qu'elles ont exercé, pas seulement en politique, les gars, mais aussi sur les influenceurs, sur les pasteurs, sur les églises. Je veux dire, ils ont vraiment tissé cela très soigneusement pendant très longtemps. Et je suis stupéfait. Plus j'en apprends, plus je fais des recherches. Je me dis, Hollywood, les églises, c'est partout. C'est vraiment une infestation. Bref, alors que tant de gens commencent à ouvrir les yeux, évidemment, Tucker Carlson a vraiment été une lumière dans cette direction. Daryl Cooper, l'historien qui a été attaqué pour avoir abordé d'autres aspects de la Seconde Guerre mondiale, parce que vous savez, la Seconde Guerre mondiale est très importante pour les pro-Israël avant tout. C'est vraiment leur seule justification pour expliquer pourquoi ils ont le droit de tuer des gens et de s'emparer de terres. Eh bien, vous savez, il y a eu l'Holocauste, donc dès que quelqu'un commence à aborder et à présenter d'autres faits sur la Seconde Guerre mondiale qui sont vrais, ils deviennent complètement fous, d'accord? Dès que quelqu'un commence à parler des choses étranges qui se passent aujourd'hui en Israël, ils perdent la tête parce qu'il suffit que tu réalises une chose pour que tu te dises, d'accord, c'est comme des dominos. Je commence à remarquer certaines choses. La vérité, je veux être très claire, n'a pas peur d'un mensonge. D'accord. Il ne panique pas quand les gens parlent de la Seconde Guerre mondiale parce qu'ils protègent vraiment la vérité. Il doit bien y avoir quelques mensonges qu'ils ont racontés. D'accord. Je ne panique pas quand quelqu'un s'apprête à sortir un mensonge sur moi. Je m'en fiche si quelqu'un va inventer un mensonge parce que je vais juste répondre « Ha ha ha, voici la vérité ». La vérité n'a pas peur d'un mensonge. Bref, Daryl Cooper et Tucker Carlson, vous devriez écouter l'intégralité de leur discussion. Ils analysent le sionisme de la même manière que moi j'analyse le sionisme à travers la série sur Epstein. Et l'une des choses qu'ils ont soulevées, c'est ce que je répète depuis 1 an. Pourquoi les pédophiles sont-ils autorisés à fuir et à se cacher en Israël? C'est quand même un truc bizarre. Écoutez Daryl Cooper et Tucker Carlson en discuter justement. Avant que Jeffrey Epstein ne soit condamné, pour une raison quelconque, on a ce milliardaire qui est littéralement la définition d'un risque de fuite. Et avant qu'il ne soit condamné, il s'enfuit. Il quitte le pays, part en Israël, il reste plusieurs mois, et à ce moment-là, il a déjà transféré tout son argent à l'étranger. Et pendant qu'il est en Israël, il dit aux gens sur place qu'il envisage de rester, parce qu'en fait, c'est possible. Ils n'extradent pas les criminels juifs, du moins ceux qui fuient en Israël. Il existe une organisation appelée Jewish Community Watch, qui est une organisation juive qui traque les pédophiles ayant fui les États-Unis pour aller en Israël, où il n'y a pas d'extradition de criminels juifs. Et rien que pour les années de... Je crois que c'était en 2010 qu'ils ont commencé, qu'ils ont ouvert, et en 2016 ou 2017, quand cet article a été écrit. Donc, sur une période de 6 ans, il y avait déjà 60 pédophiles des États-Unis qui avaient fui en Israël et y vivaient librement. Certains d'entre eux avaient récidivé là-bas et ont été jetés dans des prisons israéliennes. Donc c'est une réalité, vous savez, et Jeffrey Epstein était... Là-bas. Pourquoi les États-Unis, le gouvernement, exige-t-il du gouvernement israélien qu'il les renvoie? Tu es à ton compte depuis un moment, mais quand tu ne l'étais pas, avais-tu l'habitude d'aller voir ton patron pour lui faire des exigences régulièrement? Depuis quand faisons-nous des exigences à Israël? Je ne sais pas. Ça fait longtemps. En effet, je ne sais pas. C'est évidemment inquiétant. Oui, c'était sûr. C'est certain. Il se passe beaucoup de choses comme ça en Israël. Vous savez, j'ai partagé cela ce week-end. Bien sûr, les sionistes ont paniqué à ce sujet. Pourquoi paniqueriez-vous? Des procès ont actuellement lieu en Israël concernant des abus sexuels rituels perpétrés par des rabbins. Les tout-petits sont emmenés dans la forêt pour y être abusés. Je ne vais même pas lire cet article, mais je vous dis que chacun devrait le faire à sa manière. Ce n'est pas seulement le Jérusalem Post qui en parle. Des survivants témoignent que des personnes du gouvernement ont participé à des rituels sexuels sadiques impliquant des mineurs. Et encore une fois, il ne s'agit pas seulement de mineurs, on parle de tout petits. Vous devez suivre cette histoire. Vous devriez la lire par vous-même car c'est tellement dérangeant et malsain. Je n'ai même pas envie de parler de ce qui se passe dans ces forêts et du fait qu'ils couvrent cela depuis des décennies. Et maintenant que je suis beaucoup plus informée sur ce sujet, après avoir étudié l'histoire de Freud, le mouvement psychanalytique,
ce qui se passait à Vienne, pour ceux d'entre vous qui sont dans notre club de lecture. Alt-Wien, l'autre Vienne, apprendre qu'à la création d'Hollywood, c'est un fait, ils faisaient venir des pédophiles allemands pour réaliser des films. Et certains d'entre eux commettaient exactement les mêmes actes à Hollywood. Maintenant, nous parlons de ce lien avec ce qui se passe à Hollywood. Pourquoi tant d'enfants en sortent traumatisés? Tout cela est très lié. Et de plus en plus de gens découvrent la vérité à ce sujet. C'est la réalité. D'accord. Je ne dirai jamais que les personnes qui ont fondé Israël étaient de bonnes personnes. D'accord? Pas même Theodor Herzl. Beaucoup de choses ne sont pas dites à son sujet dans son histoire. Mais encore une fois, je garde tout cela pour le décortiquer dans notre club de lecture, au fur et à mesure que nous avançons livre par livre. Il faut apprendre tout cela très lentement afin d'être conditionné à combattre ce mal auquel nous faisons face. Et je pense que nous sommes en train de gagner et que les gens commencent à se réveiller. Donc, c'est au moins une bonne nouvelle. D'accord, avant de passer à vos commentaires, je voudrais commenter moi-même sur le Coldplay Gate parce que ça a été fou. Bien sûr, vous savez que je ne vais pas passer trop de temps ici à récapituler ce qui s'est passé parce qu'il y a eu un moment où Coldplay, pendant le concert, a simplement fait le truc de la caméra. Tout le monde fait le truc du Jumbotron. Vous vous regardez les uns les autres. Peut-être que vous êtes à un match de baseball. C'est la même chose qui se passe. Coldplay fait ça à ses concerts. Ce qui est assez hilarant, c'est qu'ils ont prévenu tout le monde qu'ils allaient le faire. Mais j'imagine que c'est comme jouer au loto. Quelles sont les chances que vous soyez la personne filmée? Eh bien, pas de chance pour le PDG, car il s'est fait prendre. Montrons rapidement ce moment, par exemple. Oh, Regardez ces deux-là. Très bien, allez. Ça va? Oh, quoi? Soit ils ont une liaison, soit ils sont tout simplement très timides. il y a quelque chose que je veux dire. Tout le monde prend son karma différemment cette année, mais pour moi, ça a toujours été comme ça. Une chose que mes amis ou ma famille savent, c'est que je dis toujours la vérité. Et parfois, ça met les gens très mal à l'aise que je dise toujours la vérité tout le temps, parce que depuis que je suis petit, si je fais quelque chose de mal, le karma me rattrape, pas des années plus tard. Je parle de 10 minutes. J'ai un karma de 10 minutes. Par exemple, s'il n'y a personne autour et que je grille un feu rouge. Je vous jure, dans les 10 minutes, je vais me faire percuter par une voiture. Je ne sais pas ce que c'est. Je ne sais pas ce qu'il y a chez moi. Il y a comme une étrange toile autour de moi, mais je n'aime tout simplement pas faire quelque chose de mal. Je dis toujours la vérité parce que je sais que mon karma me rattrape. C'est ça, tu n'imagines même pas le karma de ces deux-là. L'histoire d'adultère qu'ils ont. Et puis, on apprend bien sûr qu'ils sont tous les deux mariés. Ils sont tous les deux mariés et ont des enfants. Et ils s'éclipsent discrètement en pensant qu'il ne va pas se faire prendre. Et puis bam, Coldplay le met sur le Jumbotron. Terrifiant. C'est tellement humiliant et tellement mérité que tu te dis juste « Wow ». Franchement, les gars, ce n'est vraiment pas l'année pour faire n'importe quoi. Les gens se font vraiment démasquer très vite quand ils font n'importe quoi. Et ce sur quoi je veux vraiment insister, que je trouve vraiment déplacé, même si les mèmes sont hilarants, on va y venir, c'est que je pense que ça va un peu trop loin de la part des médias qui traquent les enfants. J'ai vu le Daily Mail, le New York Post, bien sûr, publier des photos des enfants. C'est vraiment une période difficile pour leurs enfants. Oui, on peut se moquer de lui. On peut se moquer de cette femme impliquée, mais nous ne devrions pas publier ou chercher des informations sur leurs enfants, ni sur leurs époux ou épouses qui n'ont rien à voir avec cette histoire et qui subissent probablement de l'humiliation à cause des actions de leurs parents. S'il vous plaît, ne faisons pas ça. Je demande à Internet de respecter leurs besoins d'intimité. Mais je dois vous montrer ça parce que maintenant, c'est devenu une tendance et les gens qui se font filmer sur les Jumbotron lors des matchs imitent ce qui s'est passé ici. Donc ça, je crois que ça vient de l'équipe de baseball des Phillies. Les mascottes ont parodié le moment. Écoutez, ou plutôt regardez. C'est génial. Ouais, c'est une sacrée façon de sortir, mec. Et il y a évidemment eu énormément de mèmes à ce sujet. En voici un. Il ne s'arrête tout simplement pas. En voici un autre. Les gens sont justes. C'est ma première aventure. Voici une version Lego. Et voici mon préféré. C'est mon préféré. Oh, regardez, c'est Bibi et Trump pris sur le Jumbotron en train d'avoir une liaison avec l'Amérique. Pauvre Amérique. Oh, la famille va devoir se séparer.
Je crois bien d'ailleurs. Je pense que 2028 est maintenant totalement ouvert, non? Je ne pense pas qu'on obtienne généralement l'approbation du président avant de se présenter. Je ne pense pas que cela ait encore une importance. Je pense que c'est là que Trump a déçu sa base. Je n'en dirai pas plus. Nous recevons vos commentaires. Café 7 Weeks. Je vous en avais parlé. Buvez du café, faites une bonne action. C'est la Société américaine de café Pro-Vie. Leur mission, financer le mouvement Pro-Vie, une tasse à la fois. Ils viennent d'atteindre un cap incroyable. Plus d'1 million de dollars donnés au mouvement Pro-Vie. Il s'appelle 7 Weeks, car à 7 semaines, un bébé a la taille d'un grain de café, et c'est aussi le moment où l'on peut détecter un battement de cœur à l'échographie. C'est pourquoi il donne 10% de chaque vente pour soutenir les centres d'aide à la grossesse dans les 50 États, offrant des échographies vitales, des ressources pour les mamans dans le besoin et de l'espoir pour les familles. Tout a commencé avec une idée simple. Utilisez votre café du matin pour défendre la vie. 7 Weeks Coffee, c'est plus qu'un café exceptionnel. Sans moisissures ni pesticides, cultivé à l'ombre, faible acidité, issu de l'agriculture biologique, il coche toutes les cases. Rendez-vous sur 7weekscoffee.com pour économiser 15% à vie en vous abonnant et recevoir un cadeau gratuit. En exclusivité pour mes auditeurs, si vous utilisez le code Candice au paiement, vous recevez 10% de réduction supplémentaire sur votre première commande. Cela fait 25% d'économie sur votre première commande, plus un cadeau gratuit. N'oubliez pas que votre commande soutient directement un réseau de plus de 1000 organisations pro-vie à travers les États-Unis. Alors, rendez-vous sur 7weekscoffee.com et utilisez le code promo Candice dès aujourd'hui. Je vous rappelle également American Financing car les coûts augmentent partout. L'essence, les courses, les réparations. Propriétaire, vous vous demandez, dois-je appeler American Financing pour refinancer et rembourser ma dette de carte de crédit? Mais vous hésitez à cause de votre taux hypothécaire actuel. Pourtant, ce taux bas n'est pas tout. Vous n'économisez rien si vous vous noyez dans des intérêts de carte de crédit à 25% ou plus. C'est le calcul que les gens ne veulent pas affronter, mais c'est la réalité. Cela vous coûte des milliers de dollars. Et voici la vérité. Si vous ne faites que le paiement minimum, cette dette va vous suivre pendant des années. C'est pourquoi les gens appellent American Financing, car ils aident leurs clients à économiser en moyenne 800 dollars par mois en utilisant leur capital pour rembourser leurs dettes. Vous devez explorer les options. Pas de frais initiaux. Aucune pression. Découvrir combien vous pouvez économiser ne vous coûtera rien. Et si vous commencez aujourd'hui, vous pourriez peut-être reporter 2 paiements hypothécaires. N'attendez plus. Appelez American Financing dès aujourd'hui. Le numéro est le 807 95 12 10. Encore une fois, le numéro est le 807 195 12 10 ou rendez-vous sur americanfinancing.net Owens. americanfinancing.net Owens. Bon, les gars, à quoi on pense? Que pensez-vous de Trump et oui, du concours Miss Univers? Je pense aussi au titre de Miss Univers lorsqu'il en était à la tête. Ils ont effectivement créé une section en Ukraine. Il aurait pu se retrouver impliqué dans quelque chose par accident. Et je suis toujours troublée par le fait qu'Elon Musk n'ait jamais retiré ce qu'il a dit à propos de Trump figurant dans les dossiers. Encore une fois, je ne pense pas et il ne l'était pas. Nous savons qu'il n'était pas sur l'île. Mais vous savez, je remarque le schéma d'Epstein qui suivait toujours là où de jeunes femmes étaient sélectionnées. Et les concours de beauté sont clairement des endroits où l'on sélectionne de jeunes femmes. Will Wallace écrit « Chose amusante, après la supercherie des dossiers Epstein, je suis toujours MAGA mais sans Trump. » Bizarre, MAGA. En fait, ce n'est pas bizarre. Il a écrit « On se souvient de la vidéo où Trump dit à une jeune fille « Waouh, dans quelques années, je sortirai avec vous. » Les adultes ne parlent pas ainsi aux jeunes femmes. Il n'est pas si étrange de constater que le mouvement MAGA survivra à Trump. Et c'est pourquoi j'ai dit que, de toute évidence, le mouvement Trump, pour une raison ou une autre, a mystifié tant de gens. En réalité, c'est assez simple. C'est un mouvement guidé par des valeurs. Donc, Trump a été choisi comme le soi-disant roi de MAGA parce qu'il disait des choses sensées sur l'homme oublié en 2015, sur les gens des États du centre qui ne se préoccupent pas tant des guerres à l'étranger. Exactement. Ils veulent simplement pouvoir gagner leur vie. Ils veulent pouvoir nourrir leurs enfants. Ils veulent s'assurer que leurs enfants vont dans de bonnes écoles. Et Trump parlait en comprenant cette chose très simple que nous recherchions. Et il s'en prenait à l'élite. Il s'en prenait aux journalistes. Il s'en prenait aux néoconservateurs qui insistaient pour des guerres sans fin, les types à la McCain. Maintenant, il a simplement changé. Il s'est allié avec eux. C'est ça. Il était littéralement hier soir en train de parler avec Mark Levin. Ouais, regarde l'émission de Mark Levin.
Mark Levin était littéralement l'un des tout premiers Never Trumpers, genre « Allô, réveille-toi, arrête de regarder Fox News, Trump ». La base n'est pas avec Mark Levin. OK, si quelqu'un te dit que Trump regarde juste ses sondages. Oh, tout le monde adore ce que tu fais. Ils te mentent. C'est ce qu'ils font. Ils le mettent dans une bulle, les néoconservateurs l'entourent et ils le traitent comme s'il était un vieux grand-père dans une maison de retraite. Genre, regarde, Fox News te dit que ta base adore ça. Et il ne comprend pas que la base n'est pas avec Fox News. C'est ma perception honnête. Il n'a aucune idée de la direction dans laquelle le vent souffle en ce moment parce que les gens autour de lui ont infiltré le mouvement et maintenant ils lui mentent. OK, c'est ce qu'ils font. Isha Sumi écrit « Je pense que Trump protège sa famille. Vérifiez les données des journaux d'appel provenant des courtiers en données et les transactions bancaires. J'en ai déjà parlé jeudi. J'ai parlé de Jared Kushner et de son implication en Israël. C'est un angle évident. Cette personne écrit « Laisse Trump tranquille, Candace. Il est sur le point de rendre tout le monde riche dans le secteur des crypto-monnaies. Oui, tout le monde riche dans le secteur des crypto-monnaies. Qu'est-ce que ça veut même dire? Sincèrement, comme quoi? Les parents de qui sont impliqués dans le secteur des crypto-monnaies, tu parles de jeunes gens, ou bien de personnes qui s'inquiètent pour leurs économies en ce moment. Et non, on ne va pas le laisser tranquille parce que ce n'est pas une question de Trump. Il ne s'agit pas de laisser Trump tranquille. Tu nous demandes de laisser les pédophiles tranquilles, c'est ça? C'est ce qu'on va trouver dans ces dossiers Epstein, un réseau de pédophilie, un réseau sinistre, parce que les gens qui font du mal aux enfants sont prêts à tout. C'est pour ça qu'ils veulent des gens comme Jeffrey Epstein à des postes de pouvoir, parce que si tu violes quelque chose d'aussi sacré, comme la protection des enfants, si tu es capable de dire « je m'en fiche », alors tu es probablement prêt à tout le reste. C'est la réalité. Tu n'as aucune morale en toi, aucune valeur morale. Juliana Thomas écrit « Mon frère vient de quitter le Washington Post parce qu'il ne le laissait pas écrire sur la persécution des chrétiens. » Pourquoi personne ne parle de la persécution des chrétiens au Nigeria, en Syrie, en Irak? Des conseils pour qu'il mène sa propre enquête? La première chose que je dirais, c'est d'essayer de prendre contact avec Scott Horton. Nous avons couvert ce qui se passait en Syrie à l'époque où tout arrivait quand il s'en prenait à Assad. Et il était très clair que ce qui allait se passer, c'est qu'Israël allait étendre son territoire. C'était eux qui fournissaient les armes pour faire assassiner des chrétiens. Ils ont littéralement financé les groupes terroristes. Et maintenant, ils essaient simplement d'effacer l'histoire et de dire « Regardez tous ces chrétiens qui se font tuer. » Le Congo aussi. Regardez Dan Gertler, le commerce du diamant. Je veux dire, Israël a ses mains partout où des chrétiens sont assassinés. C'est juste un fait. Donc, je m'associerais avec quelqu'un qui est expert dans ces domaines et je dirais que Scott Horton est la bonne personne à contacter par email. Il est sur le sujet depuis très longtemps. Il a écrit un ouvrage sur ce sujet. Latonia écrit « Ce n'est pas seulement les États-Unis et les concours Miss Univers. Trump possédait des concours dans plusieurs pays comme une franchise parce que j'ai participé à l'un d'eux. D'autres pays opèrent sous l'égide de la marque Trump à l'échelle mondiale. Oui, exactement. Et c'est quelque chose qui m'est venu à l'esprit. Je me suis dit, OK, c'est exactement ce que c'était avec Jeffrey Epstein. Comment développez-vous votre marque? Il a fait la même chose, comme je l'ai dit, avec MC2 Modeling. Et oui, ça pourrait être ça. On pourrait se tromper, mais je trouve ça curieux. Ensuite, Curious Cole écrit « Tous les acteurs malveillants, tous, rouges ou bleus, ne sont que des voix, pas les vrais visages de nos véritables dirigeants. Des acteurs purement maléfiques, tout droit sortis du Mayflower, laissant des traces de mal partout, de la Nouvelle-Angleterre à la Californie, et ce, intentionnellement. Je ne nie pas qu'il y a beaucoup d'acteurs malveillants sur la scène mondiale. Restez avec nous. Ils considèrent littéralement le monde comme leur scène. » Mindrunner écrit « Il est clair que Trump ne protège pas les personnes victimes de chantage. Il protège les maîtres chanteurs. Je pense que Trump protège sa famille. Vérifiez. Je crois que je l'ai déjà lu. » Allison écrit « Progressiste ici. Merci pour votre travail. Après Wikileaks en 2016, je n'ai voté ni Hillary ni Trump. Je pense qu'il fait partie du marécage. Transcende la politique. C'est une guerre spirituelle. » Tu as raison, Allison. C'est une guerre spirituelle. Et jusqu'à ce que vous commenciez à comprendre et à vous intéresser à l'occultisme et à ce que croient ces gens, en réalité, ce que croient les individus du type Aleister Crowley, parce que c'est bien de cela qu'il s'agit, nous luttons contre des gens qui ne sont ni de foi juive, ni de foi chrétienne. Ils pratiquent l'occultisme, n'est-ce pas? Ils sont maléfiques, ce sont vraiment des gens mauvais. Tant que vous ne comprenez pas cela, vous n'avez aucune idée de ce qui se passe, ni depuis combien de temps cela dure.
Enfin, on écrit que l'enchevêtrement Epstein-Trump-Israël-CIA est un trou de verre où je n'aurais jamais pensé tomber et maintenant je ne peux plus m'arrêter. Rejoignez le club de lecture, ça change la vie. Ouais, notre club de lecture, comme disent les jeunes aujourd'hui, c'est lit. Ils mettent les émojis feu. Ils disent là que c'est lit. Je pense que cela décrit bien notre club de lecture. Et nous n'utilisons pas de mots comme lit. On se contente de lire des livres et oui, c'est vraiment intense. Et j'aimerais pouvoir le mettre dans le podcast, mais il faut lire les livres. Sinon, si je commence à te faire un monologue sur l'occultisme, Aleister Crowley, les rituels sexuels et pourquoi ce qui se passe en ce moment en Israël s'inscrit exactement dans la continuité de ce qui s'est toujours produit et dans la préparation à l'établissement d'Israël. Comme ces gens à travers les âges qui se déplacent dans différents pays, cachent leur identité, prétendent, être des victimes ou se confondent avec les victimes. Nous allons aborder cela demain quand nous parlerons d'Elie Wiesel, le cousin éloigné de Robert Maxwell, et ce que l'on pourrait appeler le scandale de l'Holocauste dans lequel il s'est retrouvé quand des gens disaient qu'il n'avait en fait pas été dans l'Holocauste. Oui, on commence à assembler les pièces du puzzle et à réaliser que les mêmes personnes sont aux commandes depuis très longtemps et que leur véritable talent réside dans leur capacité à jouer un rôle. Tout cela n'est qu'un art de la performance. Mais oui, nous parlons de tout cela dans le club de lecture. D'ailleurs, le club de lecture a lieu demain. Si vous n'êtes pas encore abonné, rendez-vous sur canaston.com et abonnez-vous. Nous terminons la dernière partie de Hollywood Babylone, qui, à mon avis, a été un livre tellement important pour permettre aux gens de poser les bases de ce contre quoi nous luttons. Et ensuite, nous allons passer à The Assault on Truth. Je crois qu'on est en rupture de stock pour la 4e fois avec ce livre. Je ne sais pas. Est-ce qu'il nous en reste, Skylar, sur le site? Si c'est le cas, il ne nous reste vraiment que très peu d'exemplaires. D'accord. Il reste peut-être seulement quelques exemplaires de The Assault on Truth. Et nous allons nous pencher sur ce livre, en apprendre davantage à son sujet. L'homme qui contrôlait les archives de Sigmund Freud. Encore une fois, à chaque fois, ce qui revient sans cesse, c'est ce sujet vraiment sombre de la pédophilie et des personnes au pouvoir qui essaient de le dissimuler. Et oui, malheureusement, tout est lié, mais tout ira bien parce que tout commence par la prise de conscience. Donc, plus de pouvoir au peuple dans ce sens. Bref, les amis, on se retrouve demain.